Le débat, nous ne sommes plus à Paris, nous sommes à Bruxelles, avec le président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat, ancien ministre des Affaires étrangères. Il a été, Martin Fayulu vous a cité il y a 2 jours à la conférence nationale souveraine. Il a été, nous y étions tous présents à Sun City. Monsieur Christophe Lutundula, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, on va commencer directement par l'actualité brûlante de ces derniers jours. Accord Rwanda-RDC, accord RDC-États-Unis. Est-ce que le Parlement est officiellement informé? Vous êtes le président de la Commission des Affaires étrangères, en tout cas pour la Chambre haute, des propositions de projets d'accord, notamment dans le cas RDC-Rwanda, où nous ne l'apprenons que du chef de la diplomatie rwandaise. Les 2 délégations ont déjà déposé leur projet au département d'État. Bon, disons qu'à ce stade, nous n'avons pas encore été saisis officiellement, et cela se comprend très bien, parce que vous savez que conformément à l'article 91 de la Constitution, c'est le gouvernement qui détermine la politique de la nation en concertation avec le président, qui l'exécute et qui en assume la responsabilité devant le Parlement. Et donc, nous n'intervenons pas en amont. Par ailleurs aussi, toujours la Constitution, l'article 213 dit que le président de la République négocie et ratifie les accords et traités. Le gouvernement les signe et en informe le Parlement. Et donc, nous attendons que l'instrumentum principal, c'est-à-dire l'accord, soit conclu pour nous en saisir. Mais je dois nuancer aussi, et là je vous rejoins, cela ne nous empêche pas de questionner le gouvernement sur ce qui est en train de se faire. Cela n'empêche pas non plus le gouvernement, parce que la Constitution dit que chaque fois que le gouvernement veut, disons en français facile, se faire entendre ou communiquer avec le Parlement, Assemblée ou Sénat, il en a le droit, nous ne pouvons pas refuser. Il faut dire qu'à ce stade, il n'y a pas eu d'initiatives qui ont été prises. Mais certainement qu'aussitôt que ça sera fait, nous serons saisis. Peut-être dois-je aussi énumérer un fait, c'est important, dans le cadre de la prorogation de l'état de siège, il y a pratiquement 1 mois, nous avons constitué au Sénat une commission mixte, relations extérieures, défense, sécurité, frontières, donc 2 commissions, pour entendre un certain nombre de membres du gouvernement dont les activités ont un rapport avec l'état de siège. Nous avons déjà entendu le vice-premier ministre de la Défense, madame la ministre Affaires sociales, solidarité, vice-premier ministre de l'Intérieur. Je crois qu'hier, mes collègues ont entendu madame la ministre, je crois, chargée de droits humains. Il est resté là, madame la ministre d'État, mais ça n'a pas été possible. Aux affaires étrangères. Compte tenu de son programme. Il y a quelques semaines, le président devait recevoir monsieur Boulos, Massad Boulos. Oui, spécial. Et après, madame la ministre de se retrouver de ce côté-là. Donc, on n'a pas eu non plus. Il y a eu une opportunité, mais qui n'a pas pu se réaliser compte tenu de l'agenda trop chargé de madame la ministre d'État. Donc, vous n'avez pas encore été informé officiellement, mais vous tenez informé de ce qui se passe. Ah, c'est évident, nous sommes des politiques, nous sommes concernés, et puis bon... Uniquement parce que vous êtes concerné aux politiques ou parce que la loi dit que toute ratification d'accord doit passer sous le sein du Parlement? Oui, mais il faut faire la part des choses, hein. Et ça dépend de l'accord. Il y a l'article 214 détermine les types d'accords qui sont obligatoirement soumis à autorisation de ratification. Il peut se faire aussi que, si on conclut un accord ou un traité, que les parties concluantes, contractantes de la RDC, un autre pays, décident que ce traité ou cet accord soit soumis à l'autorisation de ratification de la part du Parlement.
Donc, pour faire court, vous avez par exemple des accords qui concernent le règlement de conflits, c'est le cas ici. On va voir un peu ce qu'ils vont faire. Un accord qui a un impact sur les finances publiques. Et on peut continuer la série, ça est obligatoirement. Il faut une autorisation de ratification. J'allais vous poser la question justement, quel type d'accord cela peut-il être? Le Rwanda nie toujours, même si toutes les preuves sont contre lui. Le Congo n'a pas déclaré la guerre au Rwanda. De quel accord, vers quel accord serions-nous en train d'aller? Non, mais c'est un accord de paix. Parce que... paix pour deux pays qui ne sont pas en guerre. Oui, mais il y a une série de faits qui prouvent qu'il y a un conflit, à tout le moins, à impact direct sur la paix et la sécurité. Je n'aime pas être trop polémique là-dessus, mais il y a quand même des instruments internationaux importants. Il y a la résolution 2773. Il y a aussi des décisions de recommandation du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Il y a également tous ces processus dans lesquels, en particulier, le processus de Luanda, qui concerne, je souligne ça, la RDC et le Rwanda, tout cela, pour être court, certifie qu'il y a effectivement un conflit entre la RDC et le Rwanda et qu'il faut le régler par la voie diplomatique. Ça, c'est voilà. Pour le conflit RDC-Rwanda. Oui. Maintenant, pour l'accord RDC-Rwanda. Maintenant, pour l'accord États-Unis-RDC. Est-ce que, même question, vous êtes officiellement informé? Est-ce que proposition il y a? Attention, là, on parle des générations futures, on parle des minerais rares, on parle du capital de la République démocratique du Congo que le gouvernement, encore qu'on se pose la question de savoir si le gouvernement est impliqué dedans, que la présidence de la République pourrait être amenée à gager seule. C'est bien. Merci beaucoup d'avoir abordé la question. Non, moi je crois que il y a eu la déclaration de principe. On ne va pas entrer dans la définition de déclaration de principe. Disons que globalement, c'est une déclaration d'intention qui identifie des matières à problème pour lesquelles il faut trouver un accord en bonne et due forme. Ça, c'est la déclaration de principe, c'est RDC-Rwanda. Là, je vous parle de RDC-États-Unis. J'en viens. Parce qu'on a parlé de ça aussi, on a cité les États-Unis. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'on soit arrivé là. Deux, et c'est important, j'ai beaucoup aimé le recadrage que Madame la ministre d'État de notre pays a fait dans le speech qui a suivi la signature de l'accord. C'est très important, je vais le souligner. Et elle a dit ceci. Premièrement, dans le séquençage de la mise en œuvre de la déclaration de principe, la priorité pour nous, c'est la sécurité. Et puis, le retour de la confiance. On ne peut pas conclure dans n'importe quel domaine sans confiance. Et les problèmes de coopération viennent après. Je voudrais rappeler que lorsque nous avions commencé Rwanda, nous avons une feuille de route. Vous étiez ministre des Affaires étrangères à ce moment-là, oui. Et c'était exactement ce qui était prévu dans cette feuille de route-là. On devait régler d'abord les questions de paix et de sécurité, plus évidemment la question de réfugiés. Et puis après, toute une série de mesures de confiance. C'est au moment où la confiance est restaurée entre le Rwanda et la RDC qu'on peut parler des questions de coopération. Pas avant. Non, parce que bon, il faut être dans l'état d'esprit et avoir toutes les garanties qu'on est maintenant en droit, je dis même dans un état tel que on peut discuter affaires, pour parler affaires. Oui, mais cette confiance revient quand ils se retirent. J'en viens. Parce que c'est de leur chef que les troupes de la FCM 23 sont arrivées là où elles sont. Quand elles se retirent, elles, et qu'on montre que les Rwandais n'y sont plus, ou quand la situation revient à la normale, ce qui impliquerait, au-delà du Rwanda, l'intervention de l'AFC ou l'acceptation par l'AFC M23 d'un accord qui ne l'inclut pas. Attendez un peu là, Attention, la question des États-Unis là, il faut continuer. On va y revenir, mais c'est vous qui nous ramenez au Rwanda. Non. Nous avons toujours dit à RDC, sous l'autorité du président, qu'il faut créer les conditions objectives de dialogue constructif et de dialogue sincère qui nous permettraient de conclure pour que la situation se normalise. Ça a été toujours notre
thèse. Avec le Rwanda. Avec le Rwanda, oui. Vous voyez. Alors, je voudrais quand même avancer avec... Et madame la ministre d'État a eu raison de souligner ça dans la séquençage. Elle a eu raison de dire aussi que nous restons ancrés dans la résolution 2773, particulièrement dans son volet retrait des troupes étrangères, troupes rwandaises, et cessation de tout soutien à un groupe armé en RDC. C'est très important. Elle a ajouté aussi, c'est vraiment bien à propos, et ça a toujours été la position de la RDC depuis le départ. Parlant par exemple des richesses, de l'exploitation des richesses de notre pays, Madame a recadré, c'est très important parce qu'il y a un débat à l'intérieur du pays, et avec raison, en disant que oui, nous sommes vraiment, comme dit souvent, comme nous disons toujours, l'État-solution en matière de minerais rares, transition énergétique, approvisionnement en ressources minières stratégiques et critiques, mais que l'exploitation, en quelque sorte, de ces ressources-là doit se faire dans la transparence pour le développement de la RDC et la stabilité dans la région. C'est très important. C'est-à-dire que on doit admettre que nous sommes maîtres de nos ressources. Il y a des instruments internationaux, je crois, le protocole sur le droit économique et sociaux, je crois, qui reconnaît que chaque peuple a le droit d'utiliser des jus de ses ressources comme il le veut. Elle a recadré. Et elle a recadré aussi en insistant sur le fait que il faut des engagements vrais qu'on exécute avec redevabilité et mécanisme de contrôle. Je résume ça pour ne pas perdre de temps. Donc, moi je crois qu'il faut, par rapport à votre question, il faut avoir ce cadrage-là qui implique la souveraineté et tout. Alors, États-Unis. Attendez. RDC Rwanda, vous avez parlé de climat de confiance. C'est vous qui nous ramenez là-dessus. Ce climat de confiance, il est réinstauré quand toutes les troupes rwandaises sont sorties et avec elles ont entraîné celles qu'elles ont sponsorisées dans leur épopée au Congo, AFC M23, qui sont pas partis à cet accord? Nous sommes en train de parler de cela. Il faut bien retenir ça. Vous ne pouvez pas, et nous avons toujours refusé, le président Tshisekedi a toujours été formel, et c'est la logique. Vous ne pouvez pas passer aux questions économiques sans que, le Rwanda n'ait retiré ses troupes, sans que, nous n'ayons pour eux, parce que c'est dit dans la déclaration de principe que les deux pays ont des préoccupations sécuritaires, résolu le problème, c'est que moi j'appelle les résidus d'FDLR. C'est un élément de confiance. Et pour nous également, nous devrions aussi obtenir que le soutien au M23 cesse. Ce qui suppose aussi que l'M23 doit revenir, doit libérer les espaces. Sauf si, puisqu'il n'est pas parti à cet accord, sauf s'il arrive par lui-même. Attendez un peu là, il y a une coordination, là, parce qu'il y a plusieurs questions que vous posez. Si vous voyez bien, en fait, où est-ce qu'on se trouve maintenant? Vous voyez, Luanda est repris par les États-Unis. Rwanda, RDC. Nairobi est repris par Doha, sauf que, jusque-là, vous n'avez que M23. Et on va y revenir. C'est-à-dire, les questions intérieures sont séparées avec des questions de relations bilatérales. Doha, c'est l'interne, Washington, c'est l'international. Oui, c'est comme ça se présente aujourd'hui. Comme ça se présente aujourd'hui. Vous voyez, peut-être que ce qu'il faut dire aussi, comme le président Tshisekedi l'a toujours dit, si vous voulez débloquer, il faut qu'il parle avec Kagame, avec le président Kagame. C'est ce qui s'est passé. Et maintenant là, en fait, l'M23 entre dans l'interne. Et M. Kagame, le Rwanda et nous restons dans l'externe. Je sais que bon, on peut commenter, mais je donne schématiquement pour qu'on se comprenne. Et je me réjouis de voir que il y a un effort qui est fait
des deux côtés pour établir un lien pour que tout s'intègre. Et c'est pour cela qu'il y a eu à Doha, il y a quelques jours, je crois le 28 avril, si je ne me trompe un pas. balai diplomatique. Oui, où vous trouvez autour de la table les États-Unis, la France, le Togo pour le compte de l'Union africaine, le Rwanda, la RDC et le Qatar. Et c'est pour cela aussi que vous remarquez que le président Obasanjo, qui a été désigné par l'EAC et la SADC, est dans la danse. Non seulement physiquement, on l'a vu à la signature, mais il fait un balai pour contacter les Congolais, je dirais certaines personnalités congolaises et notre chef de l'État pour promouvoir la dynamique interne. Alors revenons sur les États-Unis. Maintenant, il y a des questions qui se posent, ou que se posent les Congolais. Ils ont raison. Notre pays est exploité depuis des années, il y a 30 ans, mais bien avant. Et moi qui vous parle, vous savez que nous avons eu à présider une commission, dite commission de Tundula, après Sun City, qui a traité de la question. Le rapport existe. Nous avons une opportunité que nous devons exploiter au maximum et avec beaucoup d'intelligence. Je vous ai dit, il y a quelques années à New York, répondant à une question de Thierry Kamboudi, je crois, quand vous m'avez voulu savoir quels sont nos atouts qui peuvent nous donner l'espoir de gagner, je vous ai dit, il y a d'abord le patriotisme de Congolais, il faut mobiliser, et il y a les ressources naturelles pour autant qu'on sache les négocier. Je crois qu'on est arrivé à ce que je disais. Alors, si la présence américaine vient pour construire un binôme vertical, ça pose problème. Qu'est-ce que je veux dire par un binôme vertical? Vous avez au sommet, dans ces conditions, les États-Unis. À la base, vous avez les deux bases, la RDC et le Rwanda, et les États-Unis indiquent la direction à suivre. Là, ça ne peut pas se faire. Vous comprenez? Il faut, à la limite, on peut accepter un binôme horizontal. C'est-à-dire que vous avez les États-Unis par rapport à l'accord de paix comme un des garants de bonne fin de l'accord de paix. Et en bilatéral, et ça me réjouit parce que j'ai suivi, peut-être vous aussi certainement, qu'il y aura en fait 3 accords. Un accord de paix, un accord bilatéral RDC États-Unis et un accord bilatéral États-Unis RDC le Rwanda. Bon, on va voir comment ça va aller. Nous devons travailler. Mais il faut éviter la triangulation verticale qui concrètement risque de nous amener à cette situation. Oui, vous avez des ressources naturelles, vous avez des minerais stratégiques et critiques, vous les produisez. Non. Le Rwanda les transforme, oui, et les États-Unis achètent. On ne peut pas accepter ça. Ça, c'est très clair. D'où la question, le gouvernement dit que nous sommes à un moment où la RDC est solution, où on ne peut pas laisser la RDC dans la situation dans laquelle elle est au regard des richesses qu'elle a. Oui. Aujourd'hui, tout le monde s'implique pour que rupture d'alimentation, il n'y ait pas. Oui. Et aujourd'hui, cette alimentation, elle est principalement réalisée par le Rwanda. Donc aujourd'hui, la crainte, c'est de voir un Rwanda sanctionné et donc que rupture d'alimentation il y ait. Non. Moi, vraiment, on aborde la question de fond parce que les Congolais s'expriment beaucoup sur ça. Et moi, je suis d'accord. Il faut qu'on en discute. Il ne faut pas qu'on se laisse baiser là-bas. Non. Moi, je pense que la vision qui doit être la nôtre est celle-ci. Nous traitons avec les Américains des affaires comme nous les traitons avec les Chinois, comme nous pouvons les traiter avec des pays africains, les Européens, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois. Les Américains sont avec nous dans le corridor sur Lobito. Où la RDC n'a encore rien fait. Bon, on est depuis plus de 10 ans. On est partie prenante, mais parce que on n'a pas été dans les conditions où ça devait se faire. Maintenant, il y a un financement qui est sur la table, Amérique. Je crois que l'Europe est intéressée aussi, mais ne perdons pas le fil des idées. Oui, revenons à RDC. Et donc, RDC. Oui, et donc, si on sait les négocier, vous avez dit. Nous devons dire ceci. Les questions économiques, d'ailleurs c'est un peu dit dans la déclaration de principe. On renvoie ça dans le cadre de la coopération, de l'intégration régionale.
On y reviendra. Mais question de principe, là, vous non, nous ramenez non. sur RDC-Rwanda. Moi, je vous parle de RDC-États-Unis. J'en viens pas. Non, non, non. Quand vous lisez la déclaration de principe, on cite aussi les États-Unis dans le domaine économique. Donc, il n'y a pas que la RDC et le Rwanda. On cite les États-Unis. Donc, il faut clarifier. Nous disons ceci. Il y a deux pays, la RDC et les États-Unis. Et j'étais en train de vous dire que nous traitons avec les Américains comme nous traitons avec tout autre pays. En position de faiblesse, notamment. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. Oui, mais si, c'est ça le problème, puisque Martin Fayot le dit sur Top Congo. Martin Fayot le dit, négocier aujourd'hui avec le gouvernement, lui parle de légitimité. Ça, c'est son problème, mais au-delà de la légitimité, il y a la position de faiblesse qui est demander du business contre la protection des États-Unis. Ça nous met un peu dans la position France-Afrique de l'époque où la France donnait de la sécurité contre des minerais. Est-ce qu'aujourd'hui... La France-Afrique, c'était de la mafia. Je suis désolé de oui, mais bon, à l'époque, ça n'est pas... Aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. On pourra dire dans 50 ans que la RDC-USA signé aujourd'hui, c'était de la mafia, parce que est-ce que la RDC peut négocier ce pareil contrat dans la position dans laquelle elle est, où elle a peur, où le régime a peur et a besoin de sécurité? Ça, c'est ce que disent notamment les opposants. J'ai compris votre question. Nous devons savoir ce que nous voulons. OK? On ne doit pas être figé alors que nous avons une crise majeure qui bloque le pays. On doit savoir ce qu'on veut. Nous sommes en position de faiblesse. On ne discute pas, ne faisons pas la langue de bois. Vous voyez? Mais dans cette position de faiblesse, nous avons des atouts dont je vous ai parlé et les Américains ont aussi besoin de nous. Maintenant, ça dépend de la manière dont nous discutons. Prenons par exemple ce dont on a parlé là. Le Rwanda a des équipements, a raffinerie de l'or et tout. Nous disons, venez le traiter avec le Rwanda, investissez, on fait la raffinerie de l'or chez nous. Attendez, c'est important ce qu'on dit là, parce que ce sujet-là a été abordé notamment avec le porte-parole du gouvernement. La raffinerie du Rwanda a été sanctionnée par ceux qui peuvent lever la sanction s'ils en ont besoin. Ouais. 1. 2. Faire une raffinerie, ça peut durer 5 à 10 ans. Non, c'est l'exemple que j'ai pris. Oui, mais c'est l'exemple qu'on va utiliser. Oui. C'est un bon exemple. Oui. Le temps que l'on fasse les équipements sous investissement de ceux qui ont déjà investi chez le Rwanda parce que ça semble plus stable, rupture d'alimentation, il y aura. Mais non, attendez là. Avant que le Rwanda ne fasse la raffinerie, même s'il y a 10 ans, comment ça s'est fait? Oui, mais... Est-ce que le monde extérieur n'achète pas l'or congolais? La question, oui, mais pas comme elle le fait maintenant. Oui. Elle a évolué, ce monde, il a évolué dans son exploitation, parce qu'il faut dire que cette guerre, c'est une guerre d'exploitation. Et aujourd'hui, va-t-il accepter de revenir en arrière le temps que la RDC se dote des instruments? Si je vous dis ça, c'est pas qu'on revient il y a 10, 15, 20 ans. Je dis encore une fois, ça dépend de la manière dont nous allons négocier avec les Américains. L'or, le coltan, le cobalt, tout ça, vous en avez. Nous en avons. Est-ce que ce que nous vendons à la Chine, ça passe par le Rwanda? Est-ce que ce que nous vendons à la Chine... Ça passe par le Rwanda? Est-ce que ce que nous vendons à la Chine est vendu dans les mêmes qualité ou avec la même valeur que ce que le Rwanda vend aux États-Unis ou ce que nous pourrions retirer? Ensuite, il y a un élément important. Le pays solution, c'est pas uniquement le grenier du monde, c'est aussi le pays qui en retire quelque chose. Attends un peu là. Le Rwanda vend le produit tiré d'où? Du Congo. Alors, nous avons un pouvoir de négociation. Oui, mais... Nous avons un pouvoir de négociation qui n'est pas de moindre. Oui, mais le pouvoir de négociation, et c'est là que c'est le temps. C'est le temps de la négociation qui importe le plus. Il y a 2 ans, on aurait dit oui. Avant Bunagana, on aurait dit oui. Mais aujourd'hui, nous avons le droit de négociation parce que c'est sur notre territoire. Mais ce territoire que nous disons être nôtre, sur lesquels sont les minerais, aujourd'hui est contrôlé par d'autres. Est-ce que ce temps où on doit d'abord récupérer chez nous avant de pouvoir bien discuter, est-ce que le temps joue pour nous? C'est ça la question. Les temps, oui, mais nous devons faire en sorte que, avec ces temps qui ne jouent pas pour nous, nous n'aliénions pas notre patrimoine national. Je pars de l'idée que tout le monde a besoin de nous. Nous ne sommes pas si faibles que ça. Si aujourd'hui, nous arrivons à obtenir, et nous pouvons le faire,
qu'il n'y ait plus de l'exploitation illégale de nos ressources. Cela est faisable. Même par nous-mêmes d'abord, même par nous-mêmes. La bonne gestion, la discipline, l'ordre dans les mines. Vous savez que, comme disait un peu Feu Papa Boboli, lorsque nous étions au Conseil de la République, il dit le Congo, c'est un marché libre et service, sauf qu'il n'y a pas de surveillants, de vigiles, et il n'y a pas de caissiers ou de caissières. Vous entrez, vous prenez, puis vous partez, vous ne payez absolument rien. C'est-à-dire qu'il faut nous organiser. Ça dure depuis plus de 40 ans. Oui, mais bon. Oui, mais ça dure depuis plus de 40 ans. Alors on fait quoi? On dit ça dure depuis plus de 40 ans. Il faut qu'on en prenne conscience. Est-ce qu'on en a pris conscience ou est-ce qu'aujourd'hui on est dos au mur parce que nous sommes devant une situation... Dos au mur ou non, il est temps que nous puissions changer. Il est temps que nous puissions prendre conscience de ce que nous avons un pouvoir de négociation, nous avons une richesse, on ne va plus les brader. Et je n'aime pas le défaitisme. Ça dit, oui, nous sommes en position de faiblesse. Oui, il y a ceci. Mais quelle est la solution? Quand on aura dit tout cela, nous sommes faibles, le Rwanda fait ceci, nous n'avons pas ceci, alors on fait quoi? Il reste à savoir ce qu'on fait. Et moi, je dis que ce point-là, il est important et que je dis qu'on ne fait pas le trinôme vertical. Nous avons discuté au coude à coude avec les Américains, conclure un partenariat avec les Américains dans des conditions, en tout cas, favorables aussi à nous. Et c'est pour ça que, parce que vous n'avez pas voulu que je parle de la déclaration. La déclaration de principe renvoie, c'est important, renvoie la coopération économique. Après. Non, c'est pas ce que je veux dire. Renvoie ça au cadre régional. J'ai le document ici. Oui, ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, prenons un exemple simple, la CPGL, c'est un cadre régional, mais qui est en train de mourir. Moi, j'ai visité, à côté du président de la République, une institution agricole créée dans le cadre de la CPGL au Burundi. Vous avez la Socigaz. Je crois que dans le domaine de l'électricité aussi, il y a une initiative commune, une institution. La banque de la CPGL. BDGL. BDGL, voilà, BDGL. De... Si les Américains sont prêts à aider la région à relancer la BDGL, à bien faire fonctionner la Socigaz et ainsi de suite, pourquoi pas? Parce que nous n'allons pas, nous, penser un jour, comme ça, que le Congo va se situer, je ne sais pas, au sud-est des États-Unis, le Rwanda va aller en Amérique latine. Non, vous voyez. Et vous avez aussi la CIRGL. Est-ce que vous savez, de toute façon, vous le savez, vous êtes de professionnels, il y a une panoplie de centaines d'instruments de coopération dans tout le domaine, mines, gaz, économie en général, sécurité, qui ont été élaborés, signés, ratifiés par les États membres de la CIRGL. Jusqu'à présent, nous avons un compatriote qui était là. Vous connaissez la profession Tombala? Oui, très bien. Il était secrétaire exécutif de la CIRGL. Il peut nous donner beaucoup d'informations. Donc, je veux dire que pour qu'on gagne du temps... Donc, c'est possible... Donc, c'était possible au sein... Vous renforcez ce qu'on dit, hein, c'était possible au sein des organisations sous-régionales. Oui. Pourquoi vouloir renforcer le dispositif qui existe déjà alors qu'il ne suffit que de le financer? Oui, mais... vous dites, il ne suffit que de le... Mais alors, nous pouvons avoir, au niveau des chefs d'État, disons de la CPGL, c'est plus simple. Qui ne s'entendent pas. Hélas. Et c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Mais bon, qu'à cela ne tienne, c'est du domaine du possible. Moi, quand j'étais encore aux affaires étrangères, j'avais chargé la cellule diplomatique de faire une étude sur la CPGL, la CIRGL, au regard de notre appartenance à la CEAC, et voir un peu qu'est-ce qu'on fait de tous ces instruments-là. Mais moi, ce que je veux dire par rapport à votre question qui est intéressante, si aujourd'hui les chefs d'État, par un sursaut d'orgueil personnel et même par un sursaut de panafricanisme, par un sursaut de cohérence par rapport à tout ce que les chefs d'État d'Afrique nous disent, qu'on relance les institutions,
la CPGL, ils peuvent aussi convenir de mécanismes de financement au niveau peut-être de banques internationales et pourquoi pas au niveau de certains États. Vous voyez? Donc, moi je dis que la question de la coopération économique, elle doit être traitée de cette manière-là. Je reviens, un triangle vertical. Nous avons la RDC avec les États-Unis, comme on fait avec tout le monde. Avec le Rwanda, nous nous disons, maintenant là, les conditions de confiance ne sont pas encore restaurées. Et dès que ça sera possible, je vous ai dit que déjà, Rwanda, ça se trouve dans la feuille de route. Cela a déjà été examiné. mentionné. Oui, voilà.